Bonjour à tous et bienvenue dans Tout se transforme, une émission dédiée à la chimie et les sciences de la matière. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les éléments chimiques et la manière dont ils sont organisés dans ce qu'on appelle le tableau de classification périodique des éléments, ou plus simplement le tableau périodique. Avant d'aller plus loin, si les définitions d'atomes, d'éléments, d'isotopes ne sont pas familières pour vous, je vous recommande d'aller jeter un œil à cette vidéo qui prend le temps d'expliquer chaque notion. Pour faire un rappel, un élément est une entité moyenne comprenant un ensemble d'atomes qui possèdent tous le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différents. On dit que ces atomes sont des isotopes de l'élément en question. Par exemple, l'élément hydrogène possède 3 isotopes dont le nombre de protons est égal à 1, mais le nombre de neutrons diffère selon l'isotope considéré. Les isotopes d'un même élément possèdent les mêmes propriétés chimiques. Du coup, on peut s'amuser à classer les différents éléments un peu comme si on voulait organiser différentes familles ayant chacune leur particularité. C'est ce qu'on va essayer de faire avec le tableau périodique des éléments. Le tableau périodique constitue l'outil de référence pour le chimiste. À l'équivalent d'un écrivain qui recherche la définition exacte d'un mot dans le dictionnaire, le chimiste, lui, utilise le tableau périodique pour connaître les propriétés chimiques d'un élément en particulier. Sa construction commença dès la fin du XVIIIe siècle avec une première tentative d'Antoine Lavoisier. Mais c'est surtout le russe Dmitri Ivanovitch Mendeleïev L'Union soviétique n'existait pas. Pas encore. Ah non, vous n'allez pas vous y mettre tous les deux maintenant, hein. Bref, c'est Mendeleïev qui apporta la plus grande contribution au développement du tableau en y posant les grands principes de sa construction. Je vous renvoie vers la vidéo d'Y penser qui parle très bien du personnage et de ses travaux. Le tableau a mis donc plus de 2 siècles avant d'avoir la forme et l'organisation que nous connaissons aujourd'hui. Il connaît de temps en temps de petites modifications, bien que sa structure globale soit maintenant établie. Ouais, ok, c'est bien beau tout ça, hein. Mais pourquoi est-il appelé le tableau périodique? Parce que c'est un tableau, il a des lignes et des colonnes. Merci, Captain. Et périodique car les éléments sont classés par période. Les périodes étant les lignes du tableau, tandis que les colonnes sont nommées les groupes. Pour mieux expliquer le concept, on va utiliser une analogie basée sur les jours et les semaines de notre calendrier. Prenons une semaine avec sa division habituelle en 7 jours du lundi au dimanche et posons la semaine comme la définition de notre période. On peut donc construire un mois en utilisant 4 semaines, soit 4 périodes représentées par les 4 lignes. Le mois représente en quelque sorte le tableau périodique des éléments. Il est constitué de 4 semaines, donc de 4 périodes, chacune ayant 7 jours ou 7 éléments chimiques. Ce qu'on remarque avec un calendrier comme celui-ci, c'est qu'il a en gros 2 axes de lecture, un à l'horizontale et un autre à la verticale. Au sein d'une semaine entière, les jours vont être plutôt différents les uns des autres. Le lundi, vous allez bosser, alors que le dimanche, a priori, vous serez de repos. Bon, peut-être que c'est pas exactement ce que vous faites de votre vie, mais faites au moins semblant pour l'exercice, d'accord? Eh bien, c'est pareil pour les éléments d'une même période, ils vont être assez différents entre eux du point de vue chimique. Par contre, si on regarde le calendrier verticalement, les jours vont plutôt se ressembler. Malheureusement, les lundis restent des lundis en général. On peut encore faire la même observation avec les éléments chimiques d'une même colonne ou groupe qui ont tendance à se comporter de la même manière. L'analogie s'arrête malheureusement ici car comme vous avez pu le constater, les périodes du tableau périodique ne possèdent pas toutes le même nombre d'éléments contrairement aux semaines qui ont toujours 7 jours. Et là je vous vois venir, vous allez me demander mais pourquoi il n'y a pas le même nombre d'éléments dans chaque période? Et pourquoi les éléments d'un même groupe se ressemblent? Mais pourquoi il n'y a pas le même nombre d'éléments dans chaque période? Et pour... La réponse courte c'est TGCC. Ta gueule c'est chimique. Mais pour la réponse longue, je ferai une vidéo spécialement consacrée au sujet. Un indice chez vous, on peut tout de même retenir que les éléments du tableau sont classés par nombre de protons croissant. Le nombre de protons est aussi appelé le numéro atomique. Par exemple, le premier élément, l'hydrogène, a un numéro atomique de 1. Le second, l'hélium, c'est le numéro 2. Le lithium, 3, beryllium 4, etc. etc. jusqu'à atteindre le dernier élément connu à ce jour, l'organésium, qui possède le numéro 118. Bref, nous voilà avec le tableau au complet. Nous allons maintenant voir les principaux groupes et familles d'éléments qui s'en dégagent. Tout
Tout d'abord, il faut noter que parmi les 118 éléments connus, seulement 24 sont synthétiques dans le sens où ils n'ont pas été trouvés sur Terre, mais que nous avons pu les créer en laboratoire. Ces éléments se trouvent en bas du tableau périodique. Ils sont lourds et instables, c'est-à-dire que lorsqu'on les fabrique, ils se désintègrent rapidement et sont donc difficiles à mettre en évidence. Ensuite, grossièrement, on peut découper le tableau en 3 parties. Les métaux, les non-métaux et les métalloïdes. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'inspiration pour trouver ces noms, mais au moins ça a le mérite d'être assez explicite. Les métaux sont en général sous forme solide, à température et pression atmosphérique. On dit aussi qu'ils sont conducteurs, que ce soit pour l'électricité ou la chaleur, et brillants en plus d'être malléables. Les non-métaux, ça va plutôt être l'inverse. On peut les retrouver sous forme de gaz ou de solide, mais ils sont peu conducteurs, ternes et cassants. Et les métalloïdes, c'est un peu au cas par cas. Ils peuvent avoir les propriétés des uns ou des autres. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que classer les éléments n'est vraiment pas évident et qu'on trouve des exceptions dans toutes les catégories. Enfin, une autre approche un peu plus pertinente est de regarder le tableau par colonne, qu'on appelle groupe, car ils comprennent des éléments de même comportement. Le groupe des alcalins, c'est la première colonne, l'hydrogène exclu, ce sont des métaux mous qui fondent facilement, en particulier dans la bouche, mais évitez de faire ça car ils réagissent violemment avec l'eau. Mais pas de panique, à cause de cette réactivité, on ne les trouve naturellement que sous forme d'ions et donc ayant perdu cette propriété explosive. Le groupe des alcalino-terreux, ça ressemble aux alcalins en un peu moins mou, un peu moins réactif, un peu moins fun quoi, mais pas moins essentiel dans certaines applications. Le groupe des halogènes, ce sont des non-métaux qui servent souvent de désinfectants. Ils aiment bien s'associer avec les alcalins ou les alcalino-terreux pour former des sels, comme le fameux sel de table NaCl composé de sodium et de chlore. Et enfin, le groupe des gaz nobles ou gaz rares ou gaz inertes ou même gaz de l'ennui absolu. En fait, ce sont des gaz qui sont très stables et donc qui réagissent peu avec les autres éléments, d'où un intérêt chimique parfois limité. Cependant, on les utilise dans pas mal d'applications, entre autres pour faire des sabres laser, je voulais dire des tubes luminescents type néon. C'est d'ailleurs l'élément néon qui a donné son nom à l'objet. En fait, tous les groupes sont intéressants à étudier, et chacun a ses propres particularités et exceptions. Pour conclure cette vidéo, il faut garder en tête que même si on arrive à faire rentrer les éléments chimiques dans certaines catégories, ils restent individuellement très différents les uns des autres. C'est pourquoi l'approche la plus rigoureuse reste de parler des éléments un par un. Et ça tombe bien puisque c'est exactement ce que je compte faire à l'avenir.